Bonsoir, bienvenue dans cette session de chat vidéo. Permettez-moi, avant de commencer, de vous souhaiter une très très bonne année 2017 à vous, à vos proches, autant sur le niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc que des bonnes choses pour 2017. Sans plus attendre, la première question. Alors, cette première question nous vient de Marco. Y aura-t-il une structure pour accueillir les touristes cet été ? Oui, tout à fait. L'office de tourisme communautaire sera ouvert probablement autour du 15 mars. Les choses restent à préciser, sachant qu'il est important de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons cette capacité à recevoir les touristes, on va dire un peu en mode dégradé, c'est-à-dire que soit téléphoniquement, soit physiquement, au sein du musée des meilleurs ouvriers de France ou de l'accueil de la mairie. Et en tout cas, une nouvelle structure qui sera d'ailleurs présentée à la presse dès demain, ainsi qu'au conseil communautaire, sera ouverte dans les prochaines semaines pour pouvoir assurer la promotion du tourisme qui, je le rappelle, est une nouvelle compétence de l'agglomération depuis le 1er janvier 2017. La question suivante est posée par Lucas et il voudrait savoir s'il y aura une nouvelle édition de la descente infernale. Oui, tout à fait. Il y aura une troisième édition de la descente infernale, puisque les deux premières éditions ont rencontré un succès très important. Je peux même vous préciser la date, puisqu'elle aura lieu le 24 juin, très précisément. Donc, je vous donne rendez-vous sur le même lieu, puisque nous ne changeons pas ce lieu, puisqu'il est magnifique et très performant. Donc, à vos boîtes à outils, à vos équipes, voilà, mettez-vous déjà en condition, parce que le 24 juin, c'est bientôt, mais il faut du temps pour préparer vos bolides. La question suivante est posée par Huguette, question de la session précédente. Pourriez-vous éclairer la petite allée entre l'allée d'Avéro et l'esplanade Mendes France, celle qui longe le magasin Simply Market et la mairie annexe du Val d'Oron? Merci. Écoutez, je prends la question, je ne sais pas forcément vous répondre là immédiatement. La question doit se poser déjà, est-ce qu'on est sur le domaine public ou sur le domaine privé, c'est une réponse que je n'ai pas actuellement. En tout cas, moi, je vous engage à prendre contact avec Philippe Mousny, maire adjoint aux travaux, qui saura vous répondre. Et dans la mesure, effectivement, on se trouve sur le domaine public, il peut être envisageable d'installer un éclairage, effectivement. Encore une question de la session précédente, posée par Valentine. Quand aurez-vous le résultat des fouilles archéologiques préalables à la construction de la MCB ? Écoutez, donc les fouilles archéologiques seront terminées sur l'aspect opérationnel au courant avril. En tout cas, ça sera avant le printemps de Bourges. J'ai eu encore confirmation par le service archéologique de l'agglomération hier après-midi. À partir de ces fouilles, il y a tout un dossier qui doit être établi et rédigé par les archéologues pour transmettre ça à la direction régionale des affaires culturelles pour pouvoir valider en fait les recherches qui ont été faites. Et donc on peut imaginer au plus tard, juste après l'été ou au début de l'automne, d'avoir on va dire le feu vert pour démarrer la construction. Mais voilà, je suis assez optimiste sur le sujet. Une question courte de Laetitia. À quand la réfection de la rue Louis Mallet ? Alors c'est un sujet complètement d'actualité. Pas plus tard qu'il y a moins d'une heure, j'en parlais avec le directeur général des services. Des choses restent à affiner, puisque sans rentrer trop dans le détail, nous sommes sur une voirie communale qui appartient à la ville. Elle devrait changer de statut pour devenir voirie d'intérêt communautaire, puisqu'en fait, elle répond à un certain nombre de critères, dont naturellement la traversée d'une zone d'activité économique. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, une fois que cette étape sera franchie, donc là, on peut imaginer au mois de septembre de cette année, on sera en mesure alors l'agglomération maintenant sera en mesure effectivement d'envisager des travaux qui seraient des travaux, on va dire à minima, c'est-à-dire au moins refaire la totalité des enrobés sur cette rue. Je pense que tout ceci est possible en 2018. La prochaine question est posée par Christelle Hervé. Je suis agent social 2e classe.
Comment faire pour une mutation sur Bourges pour septembre? Actuellement, je suis en Vendée. Écoutez, il suffit déjà de faire une demande officielle. Hein. Vous m'envoyez un courrier, nous examinerons votre profil, voir si il correspond effectivement à des besoins de la collectivité. Et puis après, bon, nous vous répondrons en fonction de tous ces éléments. La question suivante est posée par Contal. J'aimerais savoir pourquoi des tronçons de rue ne sont pas équipés de la fibre dans le quartier des Pigelins et Gionne. La rue de Gionne est à moitié fibrée. Les techniciens sont venus passer les câbles, mais le reste de la rue n'est pas fini. Orange ne peut rien faire sans que votre service à la mairie ne s'en occupe. Quand cela sera-t-il fait ? Bon, je crois que les renseignements qu'on vous donne ne sont pas forcément les bons. Pour expliquer aussi, en n'étant pas trop technique, la fibre est développée effectivement sur la ville. Hein. Vous avez pu voir qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de logements qui sont adressables, comme on dit, et un certain nombre de logements qui sont déjà connectés. Il y a une problématique technique dans certains secteurs. Alors, pour expliquer, la fibre utilise en fait des gaines hein, qui sont sous voirie. Donc dès lors que les gaines sont présentes, il n'y a pas de difficulté pour déployer la fibre. Pardon. Par contre, dans certains secteurs, sur des rues, alors vous parlez de la rue de Gionne, mais bon, j'ai le cas aussi avec le chemin de Villeneuve, où il y a une partie qui n'est pas gainée. Donc en fait, Orange doit passer par les poteaux électriques. Donc tout ça nécessite d'abord la vérification que ces poteaux électriques puissent supporter une charge supplémentaire avec ces fibres, on va dire en aérien. Et puis deuxièmement, si c'est le cas, alors si ce n'est pas le cas, il faut rajouter des poteaux. Et puis si c'est le cas, il faut passer une convention, il faut qu'Orange passe une convention avec EDF pour donner la possibilité d'utiliser des infrastructures qui ne leur appartiennent pas. Donc ce qui explique que dans certains cas, il reste encore un petit peu à faire. Donc voilà, on n'a pas forcément une vision très claire, et je le regrette, vis-à-vis de l'opérateur Orange, hein, pour connaître exactement point par point, cas par cas, quand est-ce que la fibre arrivera sur ces cas très précis. C'est pas faute de le demander, mais en tout cas, soyez-en certains, la totalité de la ville sera équipée de fibre optique, alors selon les deux techniques que je vous ai exposées tout à l'heure, et cela à échéance de 2-3 ans maximum pour la totalité des quartiers. Alors, une question de la session précédente posée par Myriam. Après la place Gordenne piétonne, à quand la rue Moyenne interdite aux voitures ? D'abord, la place Gordenne, il n'y a aucune décision qui a été prise aujourd'hui pour la rendre piétonne tout au long de l'année, hein, même si ça me semble quelque chose de séduisant, mais tout ça, il faut le faire aussi en collaboration et en concertation avec les riverains et puis les commerçants. Mais en tout cas, voilà, c'est une réflexion que nous avons. Hein. Nous avons testé en période d'été, nous avons complété aussi ce dispositif pendant les fêtes de fin d'année, donc ça a l'air de très bien fonctionner. Quant à la rue Moyenne, bon, c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué. Très sincèrement, je ne crois pas du tout au fait de la rendre piétonne tant que le parking Cujas sera opérationnel. Vous comprenez bien que des véhicules qui sont stationnés aujourd'hui place Cujas doivent à un moment donné évacuer. Si on rendait la rue piétonne moyenne, ça voudrait dire qu'il faut évacuer les véhicules soit par la rue Porte Jaune, qui est déjà, je dirais, en sens unique, soit par la rue Jacques-Cœur, qui sont de toute manière pas des rues qui peuvent supporter une circulation importante. Je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a à peu près entre 7 000 et 8 000 véhicules par jour qui utilisent la rue moyenne. Donc imaginez autant de véhicules circuler rue Porte Jaune ou rue Jacques-Cœur. Donc voilà, je crois plus, moi, à une formule qui consisterait à rendre la rue moyenne, on va dire semi-piétonne, ce qu'on appelle des zones de rencontre, hein, c'est des zones à 20 km/h, comme d'ailleurs devant le palais Jacques-Cœur, hein, vous avez donc aujourd'hui une zone de rencontre où le piéton prioritaire par rapport au cycliste, le cycliste prioritaire par rapport au véhicule à moteur, et puis tout ça doit effectivement permettre d'apaiser la circulation automobile en ville et en même temps ne pas interdire la circulation automobile complètement. Je ne suis pas dans cette optique-là. Et puis, rendre la rue moyenne piétonne ou semi-piétonne nécessiterait aussi des travaux, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait la reconcevoir complètement, c'est-à-dire peut-être supprimer les trottoirs, avoir, je dirais, la voirie et puis les cheminements piétons à même hauteur. Donc voilà, je crois que réellement, tant que le parking Cujas servira comme parking, il n'est pas pensable effectivement de rendre la rue moyenne piétonne. Cela peut se faire dans des années futures, mais en tout cas, ce n'est pas d'actualité tout de suite.
Une question toujours de la session précédente, une question de Marc. À quand un centre aqualudique digne de l'agglomération de Bourges? On trouve cela dans des villes beaucoup plus petites. Quand on arrive ici, on désespère de ne pas trouver un tel équipement. Alors le centre ludique, aquatique, balnéo, qui pourrait être adossé d'ailleurs aussi éventuellement sur un hôtel, ça fait partie des deux projets que nous avons décidé de faire étudier au niveau de l'agglomération. Ça sera un projet communautaire et pas un projet de ville. Donc il y a deux projets qui sont sortis en bureau communautaire, c'est soit un centre de congrès, soit ce centre ludique aquatique. Nous avons le sentiment que ces deux installations sont nécessaires au territoire. Par contre, on a voulu s'assurer de notre avis. C'est pour ça que nous avons lancé au mois de décembre une préétude, on va dire, de pertinence, avec une étude de marché pour vérifier qu'une fois qu'on a ces infrastructures, elles sont correctement utilisées. Nous devrions avoir la réponse de cette préétude, on va dire, courant du printemps prochain. Et puis prendre une décision à partir de ces éléments au conseil communautaire du mois de juin. C'est-à-dire peut-être que les deux projets, finalement on ne les fera pas parce qu'on nous aura démontré que ce n'est pas pertinent. Soit on nous dira qu'il y en a un qui est pertinent et pas l'autre, soit on nous dira que les deux sont pertinents, auquel cas il faudra qu'on gère une priorité. Et donc c'est qu'à ce moment-là, donc je ne peux pas préjuger des résultats de ces études, hein, bien sûr, puisque je ne les ai pas déjà, qu'on verra si c'est le centre ludique qui est retenu, de le rendre opérationnel. Et en tout cas, ce que je souhaiterais, c'est qu'on démarre les travaux au plus tard en 2019. Alors, la question suivante est posée par Julien. Pouvez-vous nous dire où nous en sommes concernant la pollution de l'air à Bourges? Cela va-t-il continuer? Je ne suis pas un grand devin de ce qui va se passer au-dessus de nous. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau 2, un niveau d'alerte. Alors, il y a une échelle, vous pouvez peut-être voir ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu ça il y a 2 jours, une échelle donnée par l'IGER sur un certain nombre de villes de la région Centre-Val de Loire, où nous sommes en position 8, je crois. Et cette position 8 donne effectivement un niveau 2 d'alerte. C'est la préfecture qui prend des initiatives et qui donne des préconisations. Donc il y en a un communiqué de presse qui est paru pendant 2 jours. Nous avons d'ailleurs relayé ce communiqué de presse sur les réseaux sociaux donc aujourd'hui. Alors c'est quoi les préconisations pour les voies à circulation forte? C'est de réduire la vitesse de 20 km/h, donc je parle des autoroutes ou des 2 fois 2 voies, et puis des routes dites nationales. Et puis après, c'est les recommandations du style d'utiliser les moyens de transport en commun, évidemment, pratiquer le covoiturage, utiliser les modes de transport doux, que ce soit la marche à pied ou le vélo. C'est éviter aussi de faire des feux de cheminée, par exemple, qui sont générateurs aussi de pas mal de particules. Et puis, pour les personnes, on va dire, plus sensibles, éviter des efforts physiques, des exercices physiques. Voilà les préconisations qui sont données aujourd'hui par les services de l'État. La prochaine question nous vient de J. Villepou. Ne serait-il pas envisageable de verbaliser dès maintenant ceux qui s'autorisent à enlaidir notre ville, comme ces propriétaires de chiens qui refusent de comprendre à quoi servent les petits sacs noirs mis à disposition pourtant généreusement? Je crois que les habitants de Bourges ont envie d'avoir vraiment une ville propre pour eux et pour nos touristes. Oui, vous avez raison. Les habitants de Bourges souhaitent que la ville soit propre. Enfin, tout au moins la majorité, parce qu'effectivement, ceux qui ne sont pas respectueux on va dire, de leur environnement, mais de notre environnement au sens propre, ne font pas partie de cela. Là-dessus, il est toujours difficile de verbaliser. Je crois qu'il ne faut pas trop noircir le tableau. Globalement, les gens sont respectueux de leur environnement. Maintenant, il y a toujours des cas de figure, voilà, des gens qui font preuve d'un manque de civisme. Et puis, par rapport à ça, c'est leur rappeler aussi les bonnes pratiques. Vous parlez des toutounettes qui sont mises à disposition dans la ville, qu'on va encore multiplier. Notamment, j'ai eu une remarque il y a quelques jours sur l'entrée des jardins des Préfichaux, où il en manque, puisqu'il y en a juste à une entrée. Donc, je pense qu'il y a 3 entrées
les entrées, donc il y a même 4 entrées, si je ne me trompe pas. C'est rappelé, comme on le fait de temps en temps, soit sur notre site internet, soit sur nos pages Facebook, soit sur les nouvelles de Bourges, que ces toutounettes sont mises à disposition gracieusement et puis qu'il est de bon ton de les utiliser. Voilà, c'est comme ceux qui déposent leurs ordures ménagères en dehors des périodes de relèvement. On peut effectivement les verbaliser. Bon, moi je crois d'abord plus à la pédagogie. Et puis verbaliser, c'est pas si simple que ça. Je ne veux pas être aussi trop administratif, mais aujourd'hui on n'a pas cette capacité de verbaliser une personne qui promène son chien, qui dépose ses excréments, puisqu'il n'y a pas de lien direct entre le chien et la personne en fait, hein, qui en est propriétaire. À la différence par exemple d'un véhicule où il y a un lien direct entre l'immatriculation du véhicule et puis son propriétaire. Donc c'est les collectivités qui mettent en place la verbalisation ne savent pas l'appliquer et en tout cas on peut être hors la loi et on peut avoir des recours par rapport à ça. Voilà, je crois qu'il faut faire preuve de plus de pédagogie. Maintenant il y aura toujours les irréductibles et vous aurez beau leur expliquer ce que vous voulez, ils n'en feront qu'à leur tête. La question suivante nous vient de M. Marie. Allez-vous faire une annonce sur la situation de la ville lors de votre réunion mardi prochain ? Vous savez, la réunion du 31 janvier, auquel j'appelle tous les internautes au moins à venir et les berruyers qui s'y intéressent, n'a simplement comme objectif de vous démontrer l'évolution des finances de la ville depuis un an, hein, puisque souvenez-vous, j'avais organisé une réunion publique en 2016, au mois de janvier 2016, donc je m'étais engagé à faire cette réunion tous les ans, donc c'est ce que nous faisons donc, le 31 janvier. Le but, c'est de montrer effectivement les résultats des mesures qui ont été prises depuis au moins l'an dernier sur les finances de la ville, hein, sur 2 points essentiels qui sont ce qu'on appelle la marge brute, l'autofinancement qui permet de rembourser la dette, montrer qu'effectivement les efforts communs portent leurs fruits sur 2016, mais aussi attention, parce que nous ne sommes pas au bout de l'exercice. Si on regarde sur 2017, 2018, 2019, il reste encore beaucoup à faire. Donc voilà, c'est vraiment de la réunion d'information, et puis derrière, s'il y a des questions, évidemment, j'y répondrai. Une question de Cécile. Nous sommes un club de BMX, mais sans piste. En 2016, on nous a fait visiter des terrains, mais aucune nouvelle depuis. Notre club compte 70 licenciés et des pilotes avec un bon niveau. Que nous proposez-vous en 2017 ? Écoutez, là, j'aurais tendance à dire rapprochez-vous de Nathalie Bonnefoy. Alors c'est dommage qu'elle ne vous réponde pas si elle a été questionnée. Ça m'étonne d'ailleurs un peu. Bon, aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, donc vous devez exercer sur un terrain qui se trouve au Creps, donc qui ne répond pas forcément, si j'ai bien compris, à un idéal. Je sais qu'il y avait une réflexion en cours avec le terrain de BMX qui se trouve à Saint-Germain-du-Puy, au niveau de l'agglomération. Donc je n'ai pas plus suivi de dossier que ça, mais je pense que Nathalie Bonnefoy le suit. Il s'agit peut-être simplement de mettre en place une convention entre la ville de Bourges et Saint-Germain-du-Puy, moyennant aussi des conditions dans cette convention, des conditions financières. Donc voilà, je note. En tout cas, j'en parlerai à Nathalie Bonnefoy qui en charge les sports et la jeunesse pour pouvoir essayer de trouver une solution qui vous convienne et puis qui convienne aussi aux collectivités. Une question d'Alex. Vous aviez prévu une célébration pour le titre de champion de Signatec Alpine de notre ville. Est-ce toujours au programme ? C'est toujours au programme. Je vous dirais qu'on a un peu de silence radio avec Philippe Sinaud depuis quelques temps. Philippe Sinaud est quelqu'un qui est sans doute très pris. Il doit déjà préparer en cours de préparation de la nouvelle saison, hein, qui va démarrer très prochainement. Ce que je sais aussi, c'est que la voiture devait arriver mi-janvier, donc ça doit être à peu près, si ça s'est fait, c'était que la semaine dernière, la voiture qu'on voulait effectivement exposer, la numéro 36. Donc voilà, c'est encore, c'est dans les papiers. Il faut qu'on arrive à trouver effectivement que Philippe Sinaud nous reprenne contact avec nous, hein, nous insistons là-dessus, et puis qu'on arrive à définir la date et le lieu. Bon, on a des idées sur le lieu, reste à définir la date. Une question de Tousselin. Concernant les chats errants dans la ville, est-ce qu'une campagne de stérilisation pourrait avoir lieu en partenariat avec les associations de protection animale comme à Vierzon ? Oui, c'est tout à fait envisageable. Hein. Donc là,
Nous le faisons, je dirais, à la demande souvent de voisins, hein, de personnes qui ont des chats et puis qui n'imaginent pas que ces chats, ça prolifère très rapidement et puis que ça crée effectivement des gènes pour le voisinage, c'est normal, et puis souvent des problèmes d'hygiène. Donc il est tout à fait envisageable, et là je pense que il faudrait rencontrer l'élu qui est en charge de l'aspect hygiène pour qu'on puisse regarder en collaboration avec les associations comment lancer cette opération qui me semble très importante. La question suivante est posée par Yezidi. La gare de Bourges est trop vieille. Y a-t-il un projet pour rénover le quartier ? Alors, je ne sais pas si vous parlez de la gare ou du quartier. En tout cas, si vous parlez de la gare, j'aurais tendance à dire que c'est hors compétence de la ville de Bourges, hein, c'est la propriété de la SNCF. Elle est vieille, vous savez, il y a beaucoup de villes qui ont des gares anciennes. Hein. Je prends une ville que je connais bien, Vichy, où j'étais la semaine dernière, où c'est une ancienne gare, par contre, qui a été rénovée, hein, comme celle de Bourges en l'occurrence. Alors je ne pense pas qu'il y ait de projet aujourd'hui, tout au moins sur le court terme, de la SNCF, de rénover la gare de Bourges. Alors peut-être dans les années futures, ça pourrait être le cas. Je rappelle que le projet LGV qui n'est pas mort, hein, j'en profite pour le dire parce que j'entends beaucoup de choses autour de moi, le projet n'est pas mort. Hein. L'association TGV Grand Centre s'est réunie à la fin de l'année dernière en lien avec le nouveau préfet qui est en charge donc ce projet-là. Et dans le cas de figure où le tracé médian, vous savez qu'il y avait deux tracés, tracé ouest, tracé médian, qui étaient en concurrence, et dans le cas où ça serait le tracé médian qui serait retenu, les TGV arriveraient en gare de Bourges. Ce qui ne sera pas le cas sur le tracé ouest, puisque ça nécessiterait la création d'une autre gare. C'est bien évident qu'à partir du moment où les TGV arriveraient en gare de Bourges, ça va nécessiter une réfection complète de la gare. Une réflexion, voire plus, mais ça, aujourd'hui, on n'en est pas là. En tout cas, voilà, sur le court terme, il n'y a absolument pas de projet, enfin, tout au moins à ma connaissance, de réfection de la gare de Bourges. Alors, au tour de Marc, de vous poser une question. Alors que le maire de Châteauroux mène une campagne pour attirer les usines Tesla dans sa ville, qu'en est-il de la ville de Bourges ? Se porte-t-elle candidate ? Sinon, pourquoi ? Écoutez, on communique beaucoup avec Gilles Avrousse, le maire de Châteauroux. Je vous rappelle qu'on a un réseau de villes que nous avons créé entre la ville de Montluçon, Saint-Amand, Montrond, Châteauroux et Bourges, justement dans cet esprit, notamment sur le développement économique, de ne pas se marcher sur les pieds, de ne pas être concurrent, mais d'être complémentaire. Donc voilà, Gilles Avrousse a lancé cette opération et il a mon entier soutien. Il a des atouts pour ça. La ville de Châteauroux a peut-être des atouts que la ville de Bourges n'a pas et vice-versa. Donc voilà, nous travaillons en termes de développement économique d'une façon très importante à l'agglomération depuis très longtemps et les choses se poursuivent. On voyait les évolutions qui ont lieu autour de l'échangeur d'autoroute. Hein. Mettez-vous 15 ans en arrière, les secteurs étaient quasiment vides. Là, aujourd'hui, on est quasiment en manque d'espace foncier, donc il faut qu'on travaille sur l'avenir. Hein. Et là, je touche un mot de la deuxième sortie d'autoroute qui, au-delà des aspects fluidité de circulation et d'accès à l'autoroute, permet une nouvelle zone d'activité économique, donc ça c'est très important et il faut le travailler d'ores et déjà, il faut toujours être en avance, en prospective pour pouvoir recevoir de nouvelles entreprises ou de faire en sorte que les entreprises qui sont déjà implantées sur Bourges puissent se développer. Concrètement, ça veut dire quoi bon, vous avez pu voir que la base logistique Intermarché est quasiment opérationnelle, hein, puisque l'activité doit démarrer donc, au mois de février, donc dans quelques jours. La base logistique Carrefour devrait, elle, démarrer normalement en 2018-2019. Donc là, on se trouve derrière, sur la zone du Moutet, c'est-à-dire derrière le Patapin, derrière la salle du Moutet, derrière le boucher, enfin dans ce secteur-là. Donc ça, voilà, on attire aussi d'autres activités qui sont complémentaires à celles de Châteauroux et c'est très important qu'on le fasse comme ça, sinon à force d'être concurrents, les sociétés vont s'implanter ailleurs, donc il faut, voilà, on a signé cette charte justement sur ce sujet-là, de manière à ce qu'on soit plutôt complémentaires entre Châteauroux, Montluçon et Saint-Amand, plutôt que concurrents. Une question d'Étienne. Des études nationales montrent que de nombreuses collectivités envisagent de faire des économies sur la masse salariale. Est-ce votre cas ? C'est indispensable. C'est indispensable et donc si vous êtes présent à la réunion publique qui a lieu le 31 janvier, j'évoquerai effectivement ce sujet.
Alors, c'est indispensable, mais on peut faire ça d'une façon intelligente. Aujourd'hui, il faut savoir que sur le budget de fonctionnement de notre collectivité, la ville de Bourges, la masse salariale représente 54%. Donc c'est un poids financier important. Maintenant, il faut aussi qu'on profite, et ça on le fait depuis des années et on l'accélère aujourd'hui, qu'on fasse en sorte que des agents qui quittent la collectivité, soit en retraite, soit par mutation, soit pour d'autres raisons, ne soient pas remplacés. Ça, c'est la règle numéro 1 qui a été donnée. Alors après, la question se pose, vous m'attendez, comment on fait si on a moins d'agents? Et bien voilà, c'est là qu'il faut faire preuve un peu d'ingéniosité et d'intelligence en disant on peut faire la même chose, on peut faire peut-être moins, mais autrement. Ça nécessite des changements d'organisation, des changements de méthode de travail, ça nécessite que les agents se consacrent à des tâches à vraie valeur ajoutée et abandonnent des tâches à faible valeur ajoutée. Je suis prêt à parier qu'à 30% des tâches aujourd'hui qu'effectuent les agents ne sont pas des vraies tâches à valeur ajoutée. Donc c'est là qu'il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut peut-être investir dans des outils informatiques qui simplifient effectivement le travail. Et puis pour les agents, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un travail où ils apportent une vraie valeur ajoutée plutôt que faire un travail de routine. C'est quand même un peu démotivant. Et puis il faut qu'on travaille. On a commencé cette mutualisation entre l'agglomération et la ville de Bourges qui permet de partager, gérer les bonnes pratiques, de mutualiser les actions. Voilà, tous ces axes qui doivent faire en sorte qu'on doit diminuer ces charges salariales qui est importante tout en assurant le service public. Alors, il y aura peut-être aussi des choix à un moment donné de prestations qui seraient plus faites ou d'une façon différente. On a déjà commencé, alors certains s'en sont peut-être pas aperçus, mais des fois il y a des fréquences de nettoyage dans certaines rues qui ont été réduites. Voilà, c'est une piste d'économie, tout en veillant à ce que la ville reste propre. Ça peut nécessiter aussi des investissements. Et donc là, on libère en fait du temps d'agent, et ce temps d'agent peut être dispensé peut-être dans d'autres secteurs où justement il y a un départ qui vient d'arriver ou prévisionnel. Donc voilà, c'est tout ce schéma qu'il faut qu'on mette en place, mais toujours en veillant à assurer le service au public, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même notre vocation. Karim pose la question suivante. Est-ce que des projets immobiliers sont prévus dans le quartier Baudins ou dans d'autres quartiers ? Dans le quartier Baudins, donc c'est un sujet qui est plutôt porté alors, par la SEM Territoria, qui a confié l'aménagement, le conseil départemental a confié donc l'aménagement à la SEM Territoria. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres projets, à ma connaissance, qui est suffisamment avancé, même si on a eu une réflexion cet après-midi au conseil départemental sur un autre sujet. Mais bon, tout ça, je ne peux pas vous en parler parce qu'on est vraiment sur le premier balbutiement et on évoquera ces sujets quand les choses ont un peu avancé. Après, des projets immobiliers ce sont surtout des projets qui sont liés aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui 4 projets qui sont alors, plus ou moins avancés, ce que j'appelle des maisons seniors, qui permettent effectivement pour des personnes qui ne peuvent plus rester au domicile, de pouvoir intégrer ces maisons-là qui sont spécialisées. Alors il y a un projet qui s'ouvre à Notre-Dame-la-Blanche, en haut du coin Anatole France. Il y a un projet qui se trouve, pour les anciens qui connaissent peut-être les anciens établissements des Roches, qui donne à la fois sur la rue Barbès et puis sur le quai Messieurs-Jacques. Il y a un troisième projet qui se trouve au Val-de-Ron, en tête de lac, à hauteur des Pelles. Il y a un terrain qu'on a vendu déjà, d'ailleurs un promoteur. Et puis un quatrième projet, alors qui est peut-être pas avancé, mais pour lequel la ville n'interviendra pas directement, peut-être sur le site l'ancien site de Chemoulin. Donc vous voyez, voilà, il y a des projets immobiliers de ce type-là qui sont en cours de réflexion ou préavancés, puisqu'il y a certains permis de construire qui ont déjà été déposés. Alors, une question de Jackie. Concernant la future station d'épuration de la communauté d'agglomération de Bourges, va-t-elle devenir privée et combien va coûter la construction ? Alors, je vais démarrer par la deuxième partie de question. Donc,
On évalue grosso modo à 45 millions d'euros d'investissement. Donc oui, c'est un investissement qui est très lourd, pour lequel il y aura des participations, notamment de l'Agence de l'eau, qui participe assez fortement sur ces financements. Aujourd'hui, la station d'épuration de l'agglomération fonctionne en régie, avec des agents qui sont dédiés. On ne s'interdit pas dans les réflexions de réfléchir à l'exploitation de ces stations d'épuration après sa construction d'une façon autre, mais bon, on n'a pas les éléments aujourd'hui qui nous permettent de prendre cette décision. En tout cas, bon, chaque chose en son temps. Voilà, la station d'épuration devrait sortir de terre, en fait, plus ou moins être opérationnelle en 2020, donc c'est encore loin, mais c'est proche à la fois. Et puis en parallèle, effectivement, on se posera la question de savoir, faut-il garder en régie cette gestion, ou faut-il externaliser? Ça, c'est la question qu'on va amener à se poser d'ici un an ou deux. Une question de Patrick. Est-il vrai que le camping fermera à la fin de la saison 2017 ? Non, je n'ai pas du tout d'informations sur le sujet. Très bien, donc nous allons passer à la question suivante, qui nous est posée par Jimmy de Bourges. Pourquoi beaucoup de chiens font leurs besoins dans les jardins, parcs ou rues, sous les yeux de leur maître et sans que cela soit ramassé? Faut-il faire de la verbalisation comme le font déjà certaines villes? Bon, c'est une question qui m'a été posée il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Je pense y avoir répondu. La verbalisation n'est pas si simple que ça, même si elle est écrite dans certains règlements. Mais en tout cas, son application est juridiquement pas possible. Puisqu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de lien toujours évident entre le propriétaire du chien et le chien, alors que ce n'est pas le cas avec une voiture, entre l'immatriculation et son propriétaire. Donc en fait, on ne peut pas verbaliser. Alors on peut le faire. Après, le risque, c'est le recours. Et il y a des gens qui sont très bien informés, qui peuvent recourir sur ce sujet-là. Moi, je crois davantage, si vous voulez, à l'éducation, à la pédagogie, au rappel du civisme, du vivre ensemble, de la tolérance, ce qui est vrai pour les excréments de chiens, c'est vrai aussi pour les poubelles qui sont mal déposées. Voilà, il faut être là, il faut être présent. Et puis, une fois encore, si vous trouvez que dans les jardins ou même ailleurs qu'il y a des crottes qui ne sont pas ramassées, n'hésitez pas à appeler le service Castor, qui se fera un plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est un plaisir, en tout cas un devoir de se déplacer pour nettoyer les endroits qui sont souillés. Alors, une question de Stéphane. Je suis étudiant et on a volé mon vélo, comme à plusieurs étudiants de mon école, l'INSA, dans la rue de l'Aïtol. Pourquoi ne pas installer des caméras de surveillance partout dans la ville ? Oui, on peut mettre des caméras de vidéo de protection, je préfère ça partout dans la ville. Alors bon, c'est une opération qui est en cours. C'était d'ailleurs un engagement de campagne, l'objectif étant d'avoir implanté au moins 100 caméras de vidéoprotection dans la ville. Nous tiendrons cet objectif. Je pense que même nous allons le dépasser. Dépasser, oui, je dis bien. Maintenant, effectivement, on ne peut pas en mettre dans toutes les rues immédiatement, sur toutes les places. Et on génère l'implantation de ces caméras en collaboration avec les services de sécurité, qui sont soit la police municipale, soit la police nationale, en fonction des événements qui peuvent se passer, parce que au-delà de la surveillance des vélos volés, vous imaginez bien que les caméras servent à bien d'autres choses, à élucider des enquêtes et arrêter je les appelais des malfaiteurs, notamment l'exemple que j'ai en tête, c'est sur les braquages qui ont eu lieu cet été à Bourges et à Trouy. Donc voilà, il faut qu'on envisage ça. Il y a tout un comité d'éthique qui existe aussi, qui valide les implantations, mais surtout sur notre proposition, notre validation par les services de sécurité, puis après par validation finale de cette commission d'éthique. Alors, autour de Laurent, qui ne pose pas vraiment une question, mais qui partage un sentiment, et qui dit « Je suis content, les travaux au Moutet commencent, merci ». Écoutez, si j'ai fait au moins un heureux, j'en suis satisfait. Nous sommes donc maintenant deux. Autour de tout cela, deuxième question de cet internaute, quelque chose est-il prévu pour dynamiser un peu plus le centre-ville ? J'ai l'impression que vous devez mettre des micros dans mon bureau parce que c'est tous des sujets là qu'on vient de traiter il y a quelques minutes. Dynamiser le centre-ville, alors je pense que vous parlez des commerces, j'imagine. Nous l'avons, on va dire, déjà fait par l'implantation du centre commercial Avaricom,
qui était décrié à un moment donné, mais qui aujourd'hui donne satisfaction. Alors toujours les grincheux qui sont pas contents, mais pour la très grande majorité c'est le cas, et notamment les commerçants, puisque ça a permis à la fois d'abord de pérenniser les commerces de centre-ville, et ça a permis même d'en développer certains. Qu'on ne me mette pas en avant, ce que j'entends aussi des fois, ben oui, mais vous créez de l'activité ou des actions pour dynamiser le commerce de centre-ville, et en même temps, vous acceptez des commerces de périphérie. Je crois qu'il ne faut jamais opposer ces deux types de commerces. En fait, ils sont complémentaires, ils ne s'adressent pas forcément au même public, à la même population. Donc voilà, je pense que déjà, la Varicom, c'était un sujet très important. Après, il faut rappeler qu'il y a un office de commerce et d'artisanat qui a été créé depuis un an. C'est aussi à cet office de dynamiser les animations de centre-ville. On ne peut pas substituer, il ne faut pas tout attendre de la collectivité par rapport aux difficultés quand les commerçants, c'est après tout aussi à eux de rendre leur commerce attractif. C'est pour ça que le CAB, l'Office de commerce et d'artisanat, a été créé. Maintenant, si on peut faciliter, être facilitateur dans certains cas, nous le faisons. Je prends un exemple que vous allez voir, un projet au mois de juin normalement, c'est le fléchage des parkings. On entend trop souvent dire, notamment de la part des commerçants, qu'il n'y a pas suffisamment de stationnement à Bourges, ce qui est complètement faux. En tout cas, on a peut-être aussi une problématique de signalétique. Donc nous allons implanter une signalétique, on va dire fixe, on va dire un peu traditionnelle, et puis une signalétique dynamique qui permet de connaître pour chacun des parkings le nombre de places qui restent disponibles, ce qui facilite effectivement, qui limite en fait les déplacements, puisque dès lors qu'on sait que sur tel parking qui soit à tel endroit, il ne reste pas disponible, ça évite de faire 3 fois le tour de la ville avant de trouver une place. Deuxième élément aussi, c'est dans le cadre de la négociation de la nouvelle délégation de services publics, c'est qu'il y aura alors soit un agrandissement des navettes gratuites sur leur trajet, soit une troisième navette gratuite qui permettra de faire la liaison entre les parkings essentiellement qui sont non payants aujourd'hui, je pense au parking du Prado, je pense au parking Juranville, je pense au plateau d'Oron, dit autrement le plateau de la machine agricole, qui sont des parkings qui sont non payants, qui sont très peu utilisés par des usagers et des clients potentiels de centre-ville. Et dès lors qu'on aura pu mettre à disposition une navette, une fois encore non payante, qui permettra de partir de son véhicule, de ce parking et d'aller en centre-ville, je pense qu'on favorise à la fois le commerce de centre-ville et en même temps on apaise la circulation automobile en ville. Alors une question de Clara. Étant moi-même en situation de handicap, les places de stationnement sont très peu nombreuses. Il serait bien d'en prévoir davantage. Oui, je suis d'accord avec vous. Tout ça est aussi régulé. On a aussi des règles sur les places de stationnement pour personnes à mobilité réduite. D'abord, il peut y avoir aussi parfois des contraintes techniques, puisqu'elles doivent répondre à une certaine norme. Et puis d'autre part, on essaie aussi de les implanter, on va dire un peu à la demande. Mais pas trop à la demande non plus, parce que chacun voudrait aussi une place PMR devant chez soi. Et vous imaginez bien que plus vous en avez, moins il y a de places disponibles pour des personnes qui ne sont pas dans cette difficulté. Donc c'est à chaque fois de trouver le juste équilibre et puis bien comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas, que des stationnements qui sont sur la voie publique sont ouverts à tous les publics. C'est-à-dire une place de stationnement à PMR, qu'on appelle personne à mobilité réduite, n'est pas réservée à la personne qui habite juste en fait de cet emplacement. Donc on le fait, je pense que si vous contactez Philippe Mousny, le maire adjoint aux travaux, et puis qu'il y a une problématique et peut-être un manque de place dans votre rue ou à proximité, il fera faire l'analyse et puis peut-être s'il y a une possibilité technique et puis qu'une fois encore que la fréquence n'est pas trop importante, on est en capacité d'en créer une ou deux s'il le fallait. Alors une question de Denis. Y a-t-il des travaux prévus dans les rues piétonnes ? Alors, des travaux d'envergure, non. Je pense que vous parlez plus de la réhabilitation. Je ne pense pas que vous parliez de travaux de réseau, bien qu'il faille les faire aussi, et qu'on avait suspendu d'ailleurs les travaux d'eau potable dans la rue Mirbeau. Il faudra bien qu'on finisse par les faire un jour quand même. Pourquoi ? Parce que c'est quand même très compliqué. Les travaux de grande envergure sont des travaux qui sont parfois longs. Et imaginez, dans les rues piétonnes, qui sont essentiellement des rues commerçantes, avoir des travaux importants, c'est-à-dire où l'accessibilité sera rendue compliquée pendant des mois et des mois. Et là, vous aurez effectivement
une levée de bouclier des commerçants qui ne voudront pas effectivement et qui se sentiront pénalisés. Donc c'est toujours à chaque fois la problématique de la nécessité de faire et puis de la capacité à tolérer en fait pendant plusieurs mois des travaux qui sont effectivement peuvent pénaliser les commerçants. Donc on est toujours dans ces situations-là. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui je peux vous dire sur le court terme, on n'a pas de projet de réhabilitation des rues piétonnes. Alors une question d'Alexandra. La dernière fois, concernant nos soucis de voirie au jardin du Val-de-Ron, vous nous avez indiqué de prendre contact avec Castor. Mais notre partie n'a jamais été reversée à la ville. Nous ne sommes donc pas entendus par la commune ni par le lotisseur. Notre voirie est de pire en pire et nous sommes là depuis 2013. Nous payons nos impôts et participons à tout comme tout habitant de Bourges. Que pouvez-vous faire pour nous aider ? Écoutez, ce que je vous propose, c'est que de vous rencontrer, en fait, alors sur place ou pas, peu importe, hein, ou en mairie, prenez rendez-vous auprès de mon cabinet, auprès de mon secrétariat, pour qu'on ait une réunion avec mes élus qui ont en charge ces problèmes-là, et puis on convoquera aussi, alors je ne sais pas s'ils seront disponibles, le lotisseur pour savoir exactement quand est-ce que ces voiries pourront être rétrocédées à la ville, parce que des fois il y a des problèmes de conformité avec par exemple les réseaux d'assainissement ou d'eau potable ou même électrique, hein, dans certains cas, avec les concessionnaires. Ça a été le cas d'ailleurs sur la première partie des jardins du Val-de-Ron. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais pris l'affaire en main et ça s'est réglé assez rapidement. Donc voilà, on prend rendez-vous, vous exposez la situation. En parallèle de ça, nous, on aura peut-être recueilli des informations par rapport aux lotisseurs et puis par rapport aux concessionnaires et ça permettra de faire avancer le dossier. La question suivante nous vient de Jimmy de Bourges, qui l'avait posée lors d'une session précédente. Quel bilan pouvez-vous déjà dresser sur le nouveau système de verbalisation qui, à mon goût, ne freine pas encore certains automobilistes ? Alors, les chiffres, bon, j'ai eu les chiffres il y a je crois que c'est au début de cette année. Bon, la vidéo-verbalisation n'a pas de très longtemps, donc comparer les chiffres, on va dire, avant avec l'ancienne méthode et maintenant, ça paraît prématuré. Je pense qu'il faut se laisser une année, au moins une année complète pour comparer les choses comparables, parce que si la vidéo-verbalisation donne des chiffres, on va dire, plus importants, peut-être au mois de novembre 2016 par rapport à novembre 2015, bah, peut-être que les automobilistes ont peut-être été moins respectueux en 2016 qu'en 2015. Voilà, il faut vraiment qu'on compare des choses comparables, donc il faut se laisser un peu de temps. En tout cas, ça fonctionne bien. Moi, je fais de l'observation instantanée. J'ai quand même le sentiment que dans certaines rues, je vois moins de voitures stationnées sur le trottoir. Voilà. Vous savez que c'est ma bataille. Ça, je ne peux pas supporter ça. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins. Alors les gens râlent parce qu'ils se font aussi vidéo-verbaliser. Ils râlent, mais en fait, de manière, c'est pas très grave s'ils râlent. Hein. Une fois encore, il y a une réglementation. Tout le monde doit se respecter. Les piétons, les cyclistes, les voitures, et dès lors qu'on est en écart, alors il faut accepter une tolérance. Hein. Vous savez, si rue Moyenne, quelqu'un dépose ses courses ou amène une personne âgée chez le médecin, on va tolérer effectivement de laisser la voiture 5 à 10 minutes, ça se comprend tout à fait. Mais au-delà de ça, il faut que la tolérance soit zéro. Moi, je suis aujourd'hui très, très strict là-dessus. Il faut respecter. On a des parkings qui sont payants, des parkings qui ne le sont pas, en nombre suffisant. Nous avons des navettes qui sont en place. Voilà, donc il faut être respectueux de la réglementation. Et en tout cas, c'est tout dit qui doit l'aider. Non pas avec l'objectif de plus verbaliser. Ça n'a pas de sens parce qu'une très grande partie va à l'État. Alors, c'est pas que je ne veux pas donner de l'argent à l'État, c'est pas le souci. Mais en tout cas, c'est simplement par respect. Encore, là, c'est une preuve de civisme et puis de respect de l'autre et du savoir vivre ensemble. Une question de Jackie qui vous demande si la facture d'eau va encore augmenter. Si vous consommez moins, elle va baisser. Si vous consommez plus, forcément elle va augmenter. Aujourd'hui, nous avons voté au Conseil communautaire du mois de décembre, de mémoire, novembre ou décembre, je ne sais plus, une légère augmentation de 1%, je crois, parce que je suis pas favorable au zéro, le zéro n'existant pas. Vous savez qu'on a
aussi beaucoup de travaux qu'il faut anticiper sur les conduites d'eau potable. Au moment où je vous parle, là, dans le hall de la mairie, il y a une grande réunion publique d'information et de concertation sur des grands travaux qui vont avoir lieu rue Émile Martin pendant plusieurs mois, parce qu'on doit refaire nos réseaux, on doit changer des réseaux, des tuyaux en plomb. Hein. Aujourd'hui, c'est une obligation. Et puis pour tout ça, effectivement, il faut financer sur un budget annexe qui est le budget de l'eau. Et puis ça nécessite effectivement des investissements, donc des recettes. En parallèle de ça, j'en profite, puisqu'on est sur l'eau potable, pour vous indiquer aussi que nous allons changer tous les compteurs d'eau. Avec les compteurs seront relevables, on va dire, à distance, ça va être du télérelevage. Donc ça, sur 2 ans, sur l'agglomération, l'ensemble des compteurs vont être changés, ce qui permettra à la fois de limiter des tâches de certains agents. Donc, je reviens un peu à la question d'origine sur les charges salariales. Des agents qui vont partir, on ne les remplacera pas, mais par contre, l'opération de relever les compteurs aura toujours lieu, mais d'une façon différente. Et puis, deuxième élément, ça permettra de détecter très rapidement les éventuelles fuites d'eau chez les particuliers et pouvoir les informer avant qu'on s'en aperçoive, comme ça c'était avant, avec des relevés tous les 6 mois. Et puis la facture, effectivement, dès qu'il y avait une fuite d'eau, était très importante et ça posait des problèmes soit d'impayés, soit des charges importantes pour les usagers. Donc voilà, il faut investir, et pour investir, il faut de l'argent, donc ça nécessite parfois d'augmenter un tout petit peu les tarifs de l'eau. Mais en tout cas, voilà, soyez sûrs, si vous voulez diminuer votre facture, essayez de moins consommer. Et puis il y a des moyens de bien consommer. Si vous prenez d'habitude, prenez des bains, prenez des douches, vous allez voir, c'est effet immédiat. Si vous avez l'habitude de faire 2 ou 3 lave-linges par jour, essayez d'en faire une fois par jour, vous allez voir que c'est très efficace. Question suivante de Laurent. La rue Louis Mallet devient dangereuse au niveau de Georges Sand. À quand un ralentisseur ? La rue Louis Mallet n'est pas dangereuse que là, en l'occurrence. Alors je vous fais peut-être référence à un accident qui a dû avoir lieu la nuit de samedi à dimanche, je crois, si je lis bien la presse et les réseaux sociaux. Voilà, la rue Louis Mallet va être refaite. C'était une question d'un des premiers internautes ce soir. Elle va être refaite. Bon, on peut éventuellement regarder la possibilité de mettre des ralentisseurs. Donc ça, essayer de prendre contact aussi avec mon adjoint aux travaux en attendant la réfection de cette rue-là. Vous voyez Philippe Mousny, donc il y a peut-être possibilité pendant cette période avant la réfection de mettre en place un système qui permet de ralentir la circulation. En tout cas, dès lors que l'on refera complètement l'enrobé, on intégrera effectivement la manière techniquement de faire en sorte que les vitesses pratiquées soient moins élevées. Et puis en plus, on peut aussi, là pour le coup, verbaliser avec notre sinomètre municipal. Alors, une question de Mélie maintenant. Que va devenir l'ancien site de Monin en centre-ville ? Voilà, je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré Olivier Monin il y a une quinzaine de jours, et donc le site pourrait être vendu directement à un investisseur privé. Donc dans ce cas-là, la ville ne l'achèterait, l'agglomération plus exactement ne l'achèterait pas, ce qui était prévu au départ, mais dans les discussions que nous avions eues au départ, on s'était porté acquéreur au cas où Olivier Monin ne trouve pas d'acquéreur privé. Donc ça a l'air d'être le cas, donc ça a l'air d'être d'ailleurs même éminent. Donc à partir de là, on se désengage effectivement de ce site-là et libre à l'investisseur d'avoir un projet. Je sais qu'il y aura un projet de maison senior, comme je disais tout à l'heure. Bon, encore faut-il qu'il aboutisse. Une question de Julien. N'avez-vous pas peur que les nouvelles grandes surfaces autorisées en périphérie ne participent à l'appauvrissement des commerces en centre-ville ? Non, pas du tout. J'ai répondu tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas opposer les commerces périphériques des commerces au centre-ville. On n'adresse pas forcément le même public et le même usage, en tout cas. Il n'a jamais été prouvé, scientifiquement, on va dire, que le développement des commerces extérieurs faisait peiner les commerces au centre-ville. Il faut que chaque client potentiel retrouve là où va aller le produit qu'il recherche. Bon, donc voilà,
D'abord, on n'est pas les seuls à décider sur l'extension on va dire, ce que j'appelle les grandes surfaces. Donc il y a des commissions qui existent, des commissions départementales et des commissions nationales. On donne notre avis. On n'a pas aussi beaucoup de moyens aujourd'hui. Ce sont des moyens plus liés à l'environnement et des contrôles urbanistiques qui nous permettent de repousser un projet, mais on n'a pas d'autres moyens que cela. Et puis en tout cas, voilà, je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Il faut des commerces en centre-ville, il faut des commerces de bouche en centre-ville, il faut des commerces comme Monoprix à Avaricom, c'est très important et c'est un beau magasin que je pratique et puis bien d'autres pratiques, mais à côté de ça, il y a besoin aussi de grandes surfaces à l'extérieur parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ces outils-là. Et puis n'oublions pas derrière, c'est que souvent aussi, on crée des emplois. Alors une question de Michel. Où en est-on, où en est le projet de la piscine à vagues? Voilà, je vais y arriver. J'ai l'impression de répondre à plusieurs fois à la même question. Je ne vais pas être aussi long que tout à l'heure. C'est un centre ludique aquatique, donc qui fait partie des 2 projets sur lesquels l'agglomération doit se décider au cours du conseil communautaire du mois de juin. Et en fonction de ça, effectivement, on lancera les travaux, soit le centre de congrès, soit le centre ludique. On fera peut-être les 2, mais de toute manière pas en même temps. Et auquel cas, mon exigence, c'est qu'on démarre les travaux au plus tard en 2019. Question de Bilici. Il y a un projet Intermarché, route de la Charité? Pas à ma connaissance. Je n'ai pas connaissance d'Intermarché, route de la Charité. Alors, il y en a eu un. Il y a 2 ans de ça. Et puis, en fait, le projet ne s'est pas développé. Alors, la question suivante est posée par Audrey. Toujours sur la route de la Charité. La route de la Charité est dangereuse, surtout vers l'ancien couvent des Sœurs de la Charité. Comptez-vous faire quelque chose? Il faudrait refaire l'enrobé, puisque effectivement là il y a une très grosse tranchée tout au long de ce secteur-là. C'est un affaissement, je crois que ça doit être de l'eau, c'est de l'assainissement ou de l'eau potable, je ne sais plus exactement. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un secteur qui est très dangereux. Pratiquant de temps en temps en plus la moto, je peux vous assurer que passer par là, il faut être un peu courageux. Donc il faudrait qu'on réfléchisse à la réfection de l'enrobé, mais enfin voilà, on ne peut pas tout faire, tout ça a un coût. Mais je suis assez d'accord avec vous, il faudrait faire cette partie, au moins la moitié, au moins la partie qui longe la voie ferrée, parce que c'est sans doute la plus dangereuse. Alors une autre question de Jimmy de Bourges. Avez-vous une préférence pour l'un des 2 candidats de gauche pour la course à la présidentielle? Je ne cacherai pas que mes idées ne sont pas forcément à gauche. Ceci dit, je ne suis pas sectaire et je ne suis pas dogmatique. Je pense que si la solution était d'avoir un candidat socialiste ou de gauche à la présidentielle à résolver tous les problèmes, ou un candidat de droite et résolver tous les problèmes, ça fera un moment qu'on aurait fait le bon choix. Bon, force est de constater aujourd'hui qu'on n'est pas dans cette situation-là. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, je vous l'avoue très clairement, c'est que je n'ai pas analysé dans le détail tous les programmes de tous les candidats qui étaient candidats à la primaire de droite et qui étaient de droite et de centre droit et la primaire de gauche, c'est clair. Bon, j'ai pu regarder quelques éléments. Au moment de la décision, il va falloir vraiment regarder les programmes, voir ce qui paraît être intéressant, voir ce qui est réaliste, parce que j'entends des choses des fois qui me font un peu peur quand on connaît la situation financière de l'État. Voilà, je pense qu'il n'y a pas que des bonnes idées à gauche, il n'y a pas que des bonnes idées à droite. Je crois qu'il y a des idées partout à piocher, assez intelligentes. Et puis si on arrivait un jour, et ça c'est mon vœu le plus cher, d'avoir un gouvernement d'union nationale, en faisant abstraction des structures et des partis, je crois qu'on aura fait un pas très important. Alors la question suivante est posée par Ramaz Piresdi. Est-il prévu de rénover le parking de la CAF et assurance maladie car il n'est pas confortable? Alors, ce que vous appelez le parking de la CAF, est-ce que c'est le parking Saint-Bonnet? Enfin, j'imagine que c'est celui qui est de l'autre côté de la rue, parce qu'autrement, c'est le parking de la CAF et la CPAM, c'est un parking privé qui leur appartient. C'est le parking Saint-Bonnet qui est sous les grands arbres, là, qui se trouve entre le boulevard, c'est Clémenceau, celui-là, je me trompe toujours, boulevard de la République, et puis la rue Parmentier. Il n'est pas très confortable. Alors, pour le rendre plus confortable, il y a une solution. C'est d'abattre tous les arbres,
Parce qu'en fait, c'est les racines qui font en sorte que l'enrobé est détruit, abattre tous les arbres et puis refaire complètement l'enrobé, le parking. Par les temps qui courent, je pense que vaut mieux que ce ne soit pas un sujet d'actualité. Et puis je pense que voilà, il n'est pas confortable, je suis d'accord avec vous, parce que c'est comme le parking qui est à côté de la place Sainte-Catherine, qui rencontre les mêmes problèmes. On peut regarder comment on peut réparer un petit peu, mais sincèrement, je connais pas mal ce parking et c'est vrai que ce sont vraiment les racines des arbres qui poussent et il n'y a pas d'autre issue que effectivement de supprimer les arbres, mais très sincèrement, c'est pas d'actualité. Alors une question de Yannick. Après la fermeture que l'on connaît de l'Office du tourisme, y a-t-il une alternative prévue pour au moins la prochaine saison estivale? Ah ben complètement. Je disais tout à l'heure une question d'un internaute. D'abord, nous recevons depuis le 1er janvier, alors à partir depuis le 2 plus exactement, puisque le 1er janvier c'était férié, les touristes qui s'intéressent à Bourges, soit qui viennent physiquement à Bourges, soit qui téléphonent. Donc nous avons pris le relais à l'accueil de la mairie et puis au musée des meilleurs ouvriers de France, en attendant l'ouverture de l'office de tourisme communautaire. Je vous rappelle que la promotion du tourisme est portée par l'agglomération depuis le 1er janvier 2017 et ce nouvel office communautaire devrait ouvrir normalement autour du 15 mars, en tout cas bien avant le printemps de Bourges. Donc voilà, on est dans une période en mode dégradé, mais en tout cas, on s'intéresse malgré tout aux touristes. Et puis, pour les groupes qui souhaitent bénéficier ou organiser, faire des organisations, je rappelle qu'il y a toujours la D2T qui fait ça depuis des années aussi et qui peut permettre d'aménager des organisations, on va dire, de la promotion du tourisme sur des groupes et des organisations plus importantes. Alors, une question de Rico maintenant. La superficie de Bourges est de 68,74 km² et celle de Tours est de 34,67 km². Pourquoi la ville de Tours est-elle plus active? Les chiffres m'étonnent un peu sur Tours, mais bon, si vous les avancez, ça me paraît sans doute vrai, mais ça me paraît... bon, je suis surpris. Bon, enfin, il n'y a pas que la surface qui joue, bien évidemment, c'est toute l'attractivité du territoire. Alors, je vais vous en citer plusieurs. D'abord, les fréquences de train sont beaucoup plus importantes entre Paris et Tours qu'elles peuvent être entre Paris et Bourges. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Tours est une ville aussi universitaire, plus universitaire que Bourges, même si nous faisons des efforts importants, mais par sa proximité aussi de la région parisienne, voilà deux axes plus importants. Donc ça crée forcément de l'animation, ça crée de l'attractivité du territoire. Tours est en passe de devenir une métropole comme Orléans, donc ça apporte plus de poids. Et c'est vrai qu'une ville comme Bourges, l'agglomération comme Bourges, étant au sud de la région Val-de-Loire, depuis la région Centre-Val-de-Loire, depuis très longtemps, est un peu oubliée. On a le sentiment d'être un peu oublié. Et c'est la raison pour laquelle je milite pour une grande agglomération de Bourges qui s'étendrait. Alors, je ne suis pas suivi par tout le monde, mais bon, les choses commencent un peu à bouger, de manière à ce qu'on représente quelque chose sur ce sud du territoire. Bon, voilà, il y a des raisons, on va dire, historiques et de proximité de la région parisienne qui font que les villes se développent plus facilement que d'autres. Alors il faut qu'on trouve, nous, des moyens spécifiques, des niches, que j'appelle des niches, qui permettent de trouver sur notre territoire des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, et c'est ce qui fera qu'on se développera d'un point de vue universitaire, d'enseignement supérieur, et même sur des activités, par exemple, de start-up. Une question de Mélissa Bingham. La ville de Bourges va-t-elle développer le tourisme avec les États-Unis ? Écoutez, oui, c'est sans doute possible, mais bon, il faut... tout ça, ça ne se décrète pas et on claque pas des doigts. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour développons déjà le tourisme sur nos territoires français, enfin, développons notre territoire local par rapport aux touristes français, ça sera déjà beaucoup. Il reste encore beaucoup à faire. Ensuite, ça n'empêche pas, effectivement, et je pense notamment dans le cadre de notre réseau de ville avec Châteauroux, Montluçon et Saint-Amand, de réfléchir sur comment développer le tourisme ensemble, sur un Berry, on va dire, élargi,
élargie, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, et notamment je pense à l'aéroport de Châteauroux, qui est un très grand aéroport qui est sous-employé aujourd'hui, qui permettrait effectivement de proposer à des touristes étrangers d'atterrir, on va dire directement sur Châteauroux, au cœur de nos régions, de manière à leur faire bénéficier de tout ce que l'on trouve dans notre beau Berry, et même au-delà. Alors après, ça peut être les États-Unis, les Américains, ça peut être les Chinois, ça peut être les Japonais, tout est permis. Donc là, il faut du temps, mais ça ne sera pas que le seul office de tourisme communautaire qui permettra de le faire. Je crois qu'il faut voir ça à une échelle beaucoup plus importante. Alors, une question de Marc maintenant. Une belle réhabilitation a été effectuée avenue Marcel-Eglen. Qu'en est-il du prolongement sur la rue Jean-Jacques Rousseau qui est dans un triste état? Et oui, dès lors qu'on refait des rues parfaitement, la rue voisine ou celle qu'en prolongement paraît encore plus laide qu'elle l'était avant, même si elle n'a pas forcément bougé. Écoutez, très sincèrement, actuellement, ce n'est pas d'actualité. Vous connaissez la situation financière de la ville, vous la connaîtrez un peu plus le 31 janvier, donc la semaine prochaine, n'hésitez pas à venir. Même si nous maintenons des investissements à hauteur importante, aujourd'hui, sur la restructuration complète des rues au titre de la rue Marcel-Eglen, on va dire que ce n'est pas d'actualité. Il faudra attendre que nos finances soient en meilleur état, mais ce qui n'empêche pas qu'on fait déjà des choses. Je rappelle la réfection de la rue de Lasnais, qui est en cours, qui devrait terminer normalement d'ici la fin février. On a cette réflexion sur la rue Louis Mallet, qui devrait, à mon avis, être faite d'ici 2018 ou début 2019. On parlait tout à l'heure de la rue Émile Martin, pour laquelle il y a des gros travaux de réseau d'eau potable, mais on va en profiter pour refaire, effectivement, organiser le stationnement, refaire les trottoirs, refaire les voiries, en fait, la voirie, l'enrobée de voirie. Peut-être que ça pourrait être le cas de la rue Jean-Jacques Rousseau, mais ça serait une réflexion à minima et pas au titre de ce qu'on a pu faire avenue Marcel-Eglen. Oui, une question de Mélanie. À quoi va servir le système d'alerte de la ville et combien coûte-t-il? D'abord, ça coûte très, très peu cher. C'est de l'ordre de quelques milliers d'euros par an. Je crois qu'on est autour de 6 000 de mémoire par an. Donc oui, c'est pas exorbitant, loin de là. Et puis l'idée, c'est de permettre de communiquer rapidement sur des informations phares. Alors typiquement les alertes, on ne va pas faire de promotion avec cet outil, ce n'est pas l'objectif, mais dans des cas sur des alertes, des points difficiles liés à la pluviométrie, liés par exemple à la situation aujourd'hui de qualité de l'air et d'autres événements, quand il y a des bourrasques de vent, des tempêtes qui sont en vue, de pouvoir informer en direct pour ceux qui se seront inscrits en direct via un SMS, alors alerte ou un SMS traditionnel via éventuellement une unité téléphonique, un appel téléphonique de ce type d'information. Donc ça faisait très longtemps que nous avions ce sujet en tête, notamment au cours du mandat précédent, là, quand j'étais adjoint aux travaux, et quand on avait des problématiques, par exemple, je pense aux travaux qu'il y avait à Varicom, et qui à un moment donné, on a coupé les lignes électriques ou téléphoniques de la rue Mirbeau, effectivement, à ce moment-là, tous les commerçants étaient en panne de caisses enregistreuses, enfin toutes les TPE, et donc on aurait pu informer tous les commerçants d'un seul coup de cette maladresse, cet incident en tout cas, et on n'avait pas les moyens. Donc voilà, c'est ce type d'usage qu'on peut avoir par rapport à des phénomènes importants, communiqués, alors pour une rue, pour un quartier, pour l'ensemble de la ville, pourquoi pas, et puis on proposera à l'agglomération, si on est d'accord après un an d'usage, de l'étendre aussi à l'agglomération, d'informer la population dès qu'un événement majeur a lieu sur notre territoire. Alors, la dernière question maintenant, qui est posée par Mélie. Pour l'ancien magasin des Forestines, quelque chose est-il prévu? Si oui, quoi et quand? Il ne s'agit pas uniquement de l'ancien magasin des Forestines, il s'agit du bâtiment complet. Donc là, j'ai évoqué justement ce sujet au cours de la cérémonie des vœux au centre hospitalier hier. Donc là, pour faire simple, il y a donc une fin d'expertise qui est en cours, qui se termine. En même temps, en parallèle de ça, donc le centre hospitalier
je rappelle, qui est propriétaire de ce lieu, a désigné un assistant de maîtrise d'ouvrage qui doit écrire et rédiger un programme de réhabilitation. Et puis, normalement, à partir de ce programme, à partir du moment où le centre hospitalier connaîtra le montant du remboursement qui lui sera fait, on pourrait entamer les travaux probablement en 2018, l'année prochaine. Alors, puisque c'était la dernière question, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci encore une fois de toutes les questions qui sont posées, qui sont toujours très pertinentes, même si des fois j'ai trouvé qu'aujourd'hui il y en avait plusieurs fois la même question à peu près, mais en tout cas voilà, ça ne me gêne pas d'y répondre. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain. Alors ça sera avancé puisque ce sera le 8 février, donc vous voyez c'est dans une quinzaine de jours. Donc n'oubliez pas de noter ça sur vos agendas, donc 19h, même lieu, même endroit, ici en mairie de Bourges pour moi et puis chez vous de l'autre côté. Je vous donne aussi une toute petite information que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure. On a parlé de la réunion sur les finances de la ville qui a lieu la semaine prochaine, le 31, ça doit être mardi si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à venir, c'est dans le hall l'exposition de la mairie, et puis si des fois vous ne pouviez pas vous déplacer, je voulais vous dire qu'il y aura une retransmission en direct sur Bourges TV et sur Facebook. Donc vous pourrez avoir à ce moment-là tous les éléments. Merci, bonne soirée, à très bientôt.